Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans Faso Intégrité, une émission de Savane Média et du Réseau national de lutte anti-corruption, le RENLAC. Les 16 et 17 octobre 2024, plusieurs organisations organisées et tenues un colloque international à l'Université Joseph Kizerbo autour du thème « Corruption et développement en Afrique ». Il s'agit du Centre de formation et de recherche anti-corruption, CEFRAC, du Réseau national de lutte anti-corruption, RENLAC, en collaboration avec le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale, CEDRES de l'Université Thomas Sankara. Ce colloque était placé sous le parrainage du ministre de l'Économie et des Finances. Nous en saurons davantage dans un instant sur les objectifs, mais il reste constant que ce colloque, qui n'est pas courant dans le domaine de la lutte contre la corruption en Afrique et au Burkina Faso, a mis autour de la même table chercheurs et praticiens. Il a mis côte à côte théorie et pratique dans la lutte anti-corruption. En quoi cela était-il utile? Quelles conclusions en sont sorties? Quelles recommandations ont été faites? C'est de cela que nous parlons dans ce numéro de Faso Intégrité, votre émission mensuelle anti-corruption sur Savane FM et Savane TV, avec nos trois invités. Il s'agit de Pissiamba Ouedraogo, il est le secrétaire exécutif adjoint du Réseau national de lutte anti-corruption, le RENLAC. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour et merci de nous inviter. Merci, vous êtes toujours avec nous dans Faso Intégrité pour renforcer la lutte anti-corruption. Sur ce plateau aussi, professeur Oumarou Zalem, il est agrégé d'économie, enseignant-chercheur à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ravon. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Comment ça va à Koudougou? Oui, tout se passe bien à l'université Norbert Zongo. Ça va bien. Et sur ce plateau également, Dr Arzouma Ouedraogo, il est historien, il a donné une communication au cours de ce colloque-là et il nous en dira davantage. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ravo. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Pour commencer, pourquoi il était important d'organiser un colloque de ce genre, Pissiamba Ouedraogo? Merci à Savane Média. Pour répondre à votre question, il faut tout d'abord dire que le phénomène de la corruption n'est pas simple à cerner. Et bien que les conséquences soient visibles sur les populations notamment, il nous a paru nécessaire de chercher à maîtriser davantage, ou à clarifier en fait, le concept de corruption. Ça, c'est un premier élément. Et nous sommes une organisation de lutte anticorruption. L'intérêt d'une telle activité serait aussi de nous permettre de disposer d'outils ou de mécanismes de démarche, n'est-ce pas, qui améliorent la lutte contre la corruption que nous menons. Alors, c'est bien que pour nous, le thème qui a été choisi donc porte ce double intérêt qu'il faut, nous pensons, par cette étude-là, pouvoir contribuer, n'est-ce pas, à une meilleure connaissance de la corruption et de son impact sur la société. Et nous pensons aussi que, à travers cela, de façon beaucoup plus spécifique, on pourra, après ces confrontations d'idées, pouvoir mettre en place en tout cas des moyens qui améliorent concrètement la lutte anticorruption. Parce que généralement, au décours d'échanges avec des hommes de science de ce niveau, on peut sortir, on peut dégager des recommandations, en tout cas des orientations qui viennent renforcer l'efficacité de la lutte anticorruption. Parce que pour nous, l'un des aspects importants qu'il fallait retenir du colloque, c'est que c'était
de réunir ensemble des regards un peu, pas différents dans le sens de contradictoire, mais un regard sur les différentes facettes du phénomène. Et pour permettre progressivement, et c'est ça aussi la contribution, parce que si on encerne bien les facettes, bien sûr, au final, les controverses entre guillemets autour de la définition du concept, ces controverses-là aussi vont progressivement se réduire. Donc c'est une approche qui, de mon point de vue, va permettre à ceux qui, comme eux, recherchent, produisent le savoir, et à ceux qui luttent concrètement sur le terrain, de renforcer en réalité leur synergie pour beaucoup plus d'efficacité. Et le thème qui a été pris concernant l'Afrique, pour là-dessus, pour vraiment ne pas développer davantage, on voit depuis au moins 1960, tous les pouvoirs politiques ont parlé de développement. Plus de 60 ans après, les populations cherchent ce que c'est, de façon concrète, parce que le développement aurait pu, de toute façon les hommes de science sont là, ils diront davantage, aurait pu permettre un meilleur épanouissement des populations. Il n'est pas là. On en est loin. On en est loin. Et en tant qu'acteur, la lutte anticorruption, pour nous, beaucoup d'organismes de l'ONU, étatiques, et les OSC comme nous, ont suffisamment montré que la corruption est à l'origine, ou en tout cas un des facteurs les plus importants, l'un des freins qui ont compromis le développement dans nos pays. Et donc ce colloque devrait aussi permettre aux hommes de science de nous donner des éléments de consolidation de cette lecture du développement dans nos différents pays et partant quelque part renforcer les partisans de la lutte anticorruption. De notre point de vue, c'est ces choses-là qu'on a voulu parce que si on prend juste quelques exemples, l'Afrique subsaharienne, les dernières informations, notamment les scores publiés par certains organismes comme Transparency International, montrent que les pays de l'Afrique subsaharienne sont les plus corrompus du monde. La moyenne mondiale, c'est 43 points sur 100. Et souvent, ce sont les moins développés. Oui, et l'Afrique subsaharienne, 43 points sur 100. Et beaucoup d'organismes comme l'ONU ont pu montrer que la corruption prend, en tout cas les montants, disons, qui valent 10 fois l'aide au développement. Alors, ce point de vue, il était important pour nous d'aider la réflexion, parce que c'est ça, d'aider la réflexion sur la question de la corruption en lien avec le développement de nos différents pays. On en verra davantage à travers les interventions des chercheurs. Et professeur Oumarou Zalé, on a parfois une lecture simpliste de la corruption et de la lutte anti-corruption. En tout cas, du point de vue du commun des mortels, on se dit, bon, c'est une pratique qui est connue, qui est vue, qui est sûre. Il suffit de taper sur les corrompus et les corrupteurs pour que ça prenne fin. Il suffit de sévir, il suffit de sanctionner pour que ça prenne fin. Et c'est pour ça qu'on a besoin de colloques, de recherches scientifiques, de thèses, d'antithèses, alors que ça paraît tout de suite prégnant.
Oui, merci bien. C'est une lecture en apparence exacte, mais dans la réalité, il faut admettre que la corruption est un phénomène complexe. Et comme on dit le plus souvent, la corruption est partout, nulle part à la fois. Tout le monde est corrompu, sauf moi. Et ce sont les pratiques, la complexité du phénomène, surtout dans la pratique, qui rend la lutte parfois difficile. Parce que, de façon générale, pratiquement tous les acteurs admettent que la corruption a des effets nocifs sur le développement, surtout pour les pays en développement, les pays africains, où les ressources posent problème en termes donc de disponibilité. Ce qui veut dire que la lutte contre la corruption devrait occuper une place de choix dans les différentes orientations politiques dans ces pays. Mais la complexité du phénomène, malgré la volonté des acteurs, le phénomène est toujours préant. Donc, comme l'indiquait le secrétaire exécutif adjoint, la corruption, surtout le niveau de la corruption en Afrique, est très inquiétant. Et c'est surtout également dans cette partie donc, du monde où la quête du développement pose problème. Le niveau de pauvreté assez important, les conditions de vie, l'accès aux services sociaux de base, assez difficile dans ces pays. Maintenant, lorsque vous regardez la complexité du phénomène, sa dimension, ses proportions et les sphères concernées par la corruption, malgré la volonté des acteurs, parfois la corruption se révèle être invisible, de telle sorte que sa lutte pose problème, et ce qui ne doit pas décourager les acteurs, mais travailler toujours dans le sens de bien cerner ce qui semble être invisible et pourtant visible dans la pratique. Parce que parfois, les acteurs semblent être connus, ou bien, à défaut, les victimes sont tout à fait connues. Et je pense que c'est dans cette perspective que s'inscrit donc ce colloque organisé par le CEFRAC, donc du RENLAC, qui permettent aux différents acteurs de pousser davantage la réflexion sur le phénomène, ses manifestations, ses dimensions et surtout donc ses effets sur les différents pans de l'activité économique. Docteur Azuma Ouedraogo, ce que ce colloque a révélé, entre autres, aussi, c'est que la corruption et la lutte anticorruption intéressent le domaine de la recherche. Alors qu'on n'a pas toujours vu les chercheurs mobilisés autour du RENLAC, autour de la SELC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. En tout cas, dans leurs activités de tous les jours, on n'a pas vu les chercheurs mobilisés autour d'eux pour montrer que la lutte anticorruption doit mobiliser tous les acteurs de la vie nationale, y compris les chercheurs. Est-ce que c'est votre avis? Bon, naturellement, donc, la lutte anticorruption donc, doit mobiliser tous les acteurs, voilà, aussi bien les praticiens, donc, notamment donc, les OSC, donc, les institutions donc, publiques de lutte anticorruption, mais aussi donc, les chercheurs, parce que les chercheurs donc, sont des gens qui effectivement émettent en tout cas leur avis, donc qui tentent donc d'analyser voilà, donc, les faits donc, de corruption et pourquoi pas donc d'en proposer aussi des solutions. Voilà, donc la lutte anticorruption voilà, intéresse donc presque tout le monde. Au cours de ce colloque, on a vu la diversité des profils des chercheurs, des enseignants d'université qui sont intéressés à la lutte anti-corruption. Vous êtes historien, professeur Zalé économiste, et on a vu d'autres profils. Puis Siama Ouedraogo, c'était expressement fait pour qu'on sache qu'on peut embrasser toutes les facettes de la corruption et de la lutte anti-corruption dans nos universités. Oui, je pense que, pas forcément dit fait exprès, mais
ce colloque-là est, comme le professeur l'a rappelé, une activité du centre de recherche et de formation du RENLAC. Et de ce point de vue, il s'agissait de regarder dans toutes les sphères ou dans les segments de la société où est-ce que la lutte anticorruption pouvait puiser des ressources pour continuer. Parce que les chercheurs, les universitaires, les savants de façon générale sont dans la société des gens qui disposent de compétences et de connaissances, de démarches pour investiguer un phénomène. Et il était, de mon point de vue, tout à fait indispensable que si le RENLAC veut poursuivre la lutte anticorruption, de se tourner non seulement vers la création du centre de formation et de recherche, mais de se tourner vers les universitaires. C'est un avenir qui, de mon point de vue, est incontournable. Parce qu'on ne peut pas lutter contre un phénomène, comme il l'a déjà dit, complexe, comme la corruption, tout comme les autres sujets d'ailleurs. Pour avancer, il faut aussi regarder non seulement les différentes facettes, comme je l'ai déjà dit, mais aussi l'évolution du phénomène. Et ça, c'est du domaine de la recherche. Ensuite, si vous voulez former les citoyens, comme le RENLAC travaille à contribuer, n'est-ce pas, à élever le niveau de conscience citoyenne dans le cadre de la lutte anticorruption, eh bien, ça veut dire qu'il faut approcher ceux qui ont le savoir pour former ces citoyens afin qu'ils puissent s'élever à la compréhension du phénomène et qu'ils ne se contentent pas seulement d'en parler, mais qu'ils s'engagent dans la lutte. C'est de cette façon-là qu'on peut progresser. Donc, moi, je pense que ce n'est qu'un premier colloque. Et de mon point de vue, on devrait même travailler au niveau du réseau national de lutte anticorruption à développer des liens permanents avec les universitaires, quel que soit leur profil, dans la mesure seulement où ils produisent un savoir autour de certains phénomènes sociaux, comme en tout cas la lutte anticorruption. Cela va permettre tout ça de créer au fur et à mesure un savoir et on va créer une masse critique au sein des citoyens qui va effectivement renverser la tendance. L'autre aspect, c'est que ça a mobilisé les chercheurs de plusieurs pays. Oui. Pourquoi vous avez étendu à d'autres pays africains? Bon, il y a deux raisons. La première, c'est ce que j'ai donné. On voulait des avis diversifiés. Oui. Mais la seconde, c'est le principe même d'un colloque. Il faut faire appel à ceux qui ont des connaissances à produire et qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs ou du thème du colloque. Donc, c'est au vu des réponses, des universitaires du Cameroun, du RDC, du Mali, du Tchad, du Togo, etc., du Sénégal. C'est au vu donc des propositions qui ont été faites que les comités scientifiques vont regarder si ça correspond aux objectifs et est-ce que ça va permettre effectivement la confrontation, les échanges qu'on a voulu d'avis et d'opinions, d'approches pour permettre d'atteindre les objectifs. Parce que aussi, une des finalités du colloque serait de disposer d'éléments scientifiques probants pour aussi infléchir la gouvernance politique en matière de lutte anticorruption. Parce que bon, si c'est les OSC qui se contentent de faire, entre guillemets, de faire du bruit, Oui. cela peut paraître subjectif. Mais si les scientifiques produisent des éléments probants, concrets, on peut effectivement les utiliser dans le plaidoyer pour la mise en place d'une politique efficace contre le phénomène.
Pour les chercheurs, j'ai envie de vous demander si le caractère international du colloque là vous a davantage renforcé et enrichi. Je commence par Dr. Ouedraogo. Ok, merci beaucoup. Bon, je dirais, je voulais revenir sur la question que vous avez posée pour SCA. Pourquoi c'est diversifié? Il faut dire d'abord que le thème de la corruption est un thème pluridisciplinaire qui intéresse à la fois les sociologues, les psychologues et autres. Donc, pour le colloque, effectivement, c'est comme un appel qui a été lancé à tous ceux qui, effectivement, en tout cas, ont réfléchi là-dessus ou qui peuvent réfléchir là-dessus, de venir en tout cas produire des idées. Bon, et peu importe la matière, donc la discipline, donc si vous pouvez effectivement donc donner quelque chose, contribuer, effectivement, ils peuvent venir. C'est dans ce cadre, tant qu'historien, qui est l'histoire qui est un carrefour des sciences, voilà, donc c'est dans ce cadre, effectivement, donc nous avons pu, effectivement, participer. J'ai demandé si vous avez davantage été renforcé, enrichi, voilà, très bien, à travers le caractère international du colloque. Voilà, donc le caractère international, donc ça permet effectivement de partager donc les expériences. Voilà, donc parce qu'il y a des Camerounais qui étaient là, donc des Marocains, voilà, donc des Congolais, voilà, et selon ce qu'ils vivent, ça peut effectivement aussi permettre à tout un chacun, voilà, donc en tout cas de renforcer ses idées en matière de lutte contre la corruption. Professeur Zalé, est-ce qu'il y a une différence dans l'évolution du phénomène d'un pays à l'autre, tel que vous l'avez constaté à ce colloque? Ok, merci bien. Il faut dire qu'à travers les différentes interventions, les pratiques de corruption diffèrent donc d'un pays à un autre, mais également l'ampleur du phénomène donc varie suivant les pays et même suivant les époques, parce que lorsque vous regardez les domaines concernés d'un pays, selon que ce soit le secteur de l'éducation ou le secteur de la santé, on l'a vu à travers les différentes communications, ou bien dans le domaine des infrastructures, d'un pays à un autre, cela diffère. Et même le niveau, parce que selon qu'on distingue la petite corruption, c'est-à-dire la corruption administrative à travers les bureaucrates, ou la grande corruption, donc impliquant des hauts responsables politiques, des grands hommes d'État, qui peuvent infléchir par la pratique corruptive, même la législation, ou même la mise en œuvre donc, de la réglementation. Donc, les différentes communications ont permis donc de cerner cette diversité des pratiques, mais également la variété donc du phénomène d'un pays à un autre, et surtout aussi donc de prendre en compte les contextes dans les législations, ou même parfois aussi, au-delà de ça, il y a aussi des éléments de similitude, que ce soit en matière de prévention ou de répression, donc qui sont ressortis également à travers les différentes interventions. Je rappelle que dans Façon Intégrité aujourd'hui, nous recevons deux chercheurs qui ont présenté des communications au cours du colloque des 16 et 17 octobre dernier à l'université Joseph Zerbo. Il s'agit du docteur Ouedraogo qui a traité du système judiciaire et lutte anti-corruption au Burkina Faso de 2015 à 2023 et de professeur Zalé qui a traité de l'impact de la corruption sur les conflits armés en Afrique. Et prenons le cas de la corruption et du système judiciaire. Votre intervention au cours du colloque a révélé qu'il y a eu une évolution de 1991 pour commencer à partir de cette période-là jusqu'à 2023 là, il y a eu une évolution dans la lutte contre la corruption. De quelle évolution vous parlez? Quelles sont les grandes étapes que vous avez relevées? Ok. Bon, effectivement, le thème concernait donc la période de 2015 à 2023, donc avec un petit rappel historique, donc des années 1991 à 2014. Voilà, pour montrer qu'il y avait en tout cas quelques aspects, voilà, donc au niveau surtout donc de la Constitution, donc il y avait des mécanismes permettant donc de freiner, voilà, donc la corruption. Et au niveau donc du code pénal de 1996, il y avait des éléments aussi qui permettaient donc de réprimer aussi la corruption. Mais ce qu'on a remarqué est que, en tout cas de 1991 à 2014, il y avait donc en tout cas beaucoup de faits de corruption. Voilà. Mais malheureusement, donc les auteurs de la grande corruption, comme ils viennent de le dire, donc les actes, donc
les grands communs donc, qui commettent des actes de corruption et ils ne sont pas donc, punis. Donc généralement ce sont des petits poissons comme on le dit, donc les auteurs de la petite corruption, c'est eux qu'on sévit généralement. Parce que les auteurs de la grande corruption sont des gens qui en tout cas ont des liens souvent avec les autorités politiques. Bon, et souvent même ils sont des responsables politiques ou administratifs. Voilà, donc, et durant cette période, on a remarqué qu'il y avait très peu de sanctions pour un fait qui est allé de façon grandissante. Donc, et à partir de 2015, donc suite à l'insurrection populaire, bon, il y a eu des réformes. Et ces réformes donc, ont permis donc, au système judiciaire, en tout cas, de bien s'aguerrir pour pouvoir contrer la corruption. Il y a eu donc des lois qui ont été votées. Bon, la SCLC a été constitutionnalisée. On a élargi effectivement ses capacités. Les OSC, comme les RENLAC, peuvent effectivement essayer également en justice, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà, donc l'ensemble de ces faits a fait que la lutte anticorruption donc, a permis en tout cas d'aller un peu de l'avant. Donc on a pu donc sanctionner quelques personnes qui étaient donc des auteurs de la grande corruption. Au-delà donc de la petite corruption maintenant, on pouvait sanctionner donc de gros bonnets, donc de hauts responsables ou bien des grands opérateurs économiques qui étaient intouchables donc avant donc les années 2015. Voilà, donc, et c'est là donc bon, nous sommes en 2023, nous sommes à une année donc de 2023, donc cela s'est poursuivi jusqu'en 2023. Voilà, et bon, nous avons remarqué que bon, avec le contexte sécuritaire et politique, il y a donc en tout cas des réformes, voilà, et ces réformes, voilà, donc bon, bien vrai que ces réformes permettent donc en tout cas d'aller un peu de l'avant, mais il y a certains aspects des réformes aussi qui risquent de les mettre en cause, ce qu'on a déjà eu en 2015. Dans ce que vous formulez comme inquiétude par rapport aux réformes constitutionnelles de fin 2023, il y a le fait qu'on enlève à la justice une certaine indépendance pour mieux prendre en charge les questions de corruption devant les tribunaux. Oui. Je crois que c'est ça votre idée. Bon, c'est ça l'idée. Bon, et bon, ce n'est pas ça seulement, il faut féliciter parce qu'effectivement, il y a eu donc le décret sur la dénonciation. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, le décret sur la dénonciation. Et en prenant aussi, donc, modifiant la Constitution, ils ont en tout cas supprimé un certain nombre donc, de structures qui, bon, à notre sens, en tout cas, c'était budgétivore. Mais le grand problème est que le système judiciaire, voilà, on a en tout cas fait comme, bon, on a marqué un petit recul. Voilà, parce que, pourquoi je dis cela? Parce que le ministre de la Justice, voilà, donc qui a été extirpé donc, du Conseil supérieur de la magistrature, est revenu, voilà, donc dans ces réformes. Et bon, pour nommer les magistrats du parquet, donc il se trouve que le ministre propose et maintenant c'est le conseil qui nomme. Et si on vous propose, bon... Vous considérez que tout ça peut impacter négativement la prise en charge de la corruption devant les tribunaux? Bon, ça peut impacter parce que l'expérience qu'on a vécue entre 1991 à 2014 est qu'il y avait donc des faits de corruption où on a voulu réprimer. Et il se trouve que, bon, le ministre de la Justice qui jouait un rôle au niveau du Conseil supérieur de la magistrature bloquait donc l'avancée d'un certain nombre de dossiers. Bon, je n'ai pas dit que... Vous pensez à la fameuse formule des juges acquis du ministre Bourema Batimi. Voilà, bon, il y a... Ça veut dire ce que ça veut dire. Effectivement, bon, pas seulement les juges acquis, mais le ministre lui-même souvent, lorsqu'il sent qu'il y a un de ses partisans qu'on doit réprimer, il peut, puisqu'il avait la possibilité de bloquer la procédure pour que ça n'avance pas. Et bon, vous avez suivi donc avec nous et nous avons consulté effectivement les documents du RENLAC où on a montré qu'à un moment donné, surtout l'affaire donc des milliards, donc Ousmane Guiro, naturellement, bon, le ministre a intervenu pour dire qu'on ne peut pas les défiler comme ça parce qu'il n'est pas n'importe qui. Et il a fallu attendre après 2015 pour que bon, ces dossiers reviennent. Donc on n'a pas dit que le régime actuel va emprunter le même chemin, mais il y a des risques. À partir du moment où on ramène encore voilà, ces possibilités. Le politique dans les affaires judiciaires, on peut courir le risque de se retrouver dans la situation d'avant 2015. Je demande là-dessus la réaction du secrétaire exécutif adjoint du RENLAC, Isiama Ouedraogo, par rapport à ce que le docteur Ouedraogo a développé sur
de 1991 à 2015, ce qu'on a vécu en termes de pratiques corruptrices et de ce qu'on peut considérer comme l'impuissance de la justice à agir, à réprimer les faits de corruption, de ce qu'on a vécu en 2015 et 2023, plus récemment, qui était marqué par une plus grande volonté d'agir contre la corruption, et puis des réformes qu'on a vécues en fin 2023 qui inquiètent, notamment au niveau des acteurs de la lutte anticorruption. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ce qu'il dit, parce que lorsque le RENLAC est né, en 1997, le vrai problème était que la corruption est là. Les acteurs que nous étions à l'époque avions la farouche détermination de les faire rendre gorge à travers les procédures judiciaires, mais il n'y avait aucune disposition pour pouvoir le faire. Donc pendant longtemps, on s'est battu. Notre rapport sur l'état de la corruption soulevait beaucoup de gorges chaudes avec des yeux rouges parce qu'on nous demandait pourquoi vous classez les gens, à partir de quoi, de toute façon si vous classez, qu'est-ce que vous allez en faire, etc. C'est dans ce climat-là qu'avec l'ensemble de la société, la lutte pour l'indépendance de la justice a été mise au devant du tableau. Et il y a eu donc des activités de réforme judiciaire qui ont abouti à cela. Et bien sûr, c'est comme il l'a dit, à partir de 2015, que la loi anticorruption, de répression de la corruption, prévention de la répression de la corruption a été adoptée. Et beaucoup plus concrètement, Oui. Je voudrais dire que le risque qu'il a soulevé est d'autant plus justifié que nous avons vécu avec le fameux dossier du charbon fin que le ministre des Mines à l'époque, par conférence de presse, avait dit que le dossier est vide et que en fait l'opinion était agitée par les organisations de la société civile comme les RENLAC sur en fait, un verre vide. Alors si le dossier a connu la suite que nous avons connue, bien qu'au niveau du RENLAC nous ne soyons pas satisfaits de la conclusion, mais même cette conclusion-là, au niveau de notre réseau, nous l'attribuons à l'activité des acteurs de la justice. Parce qu'il y a eu procès. Oui. Mais après, le procès a eu lieu grâce justement à l'indépendance des procureurs. Et on dit non, si le dossier est vide, on ira constater ça au procès. si on avait été dans un autre contexte, peut-être qu'il n'y aurait jamais si eu de procès charbon fin. Si effectivement cette indépendance est des facteurs de compromission, obligatoirement, il y a beaucoup de risques de recul, n'est-ce pas, de la contribution des acteurs judiciaires à la lutte contre la corruption. Or, actuellement, avec la création du pôle ECOFI, répression, n'est-ce pas, de la délinquance financière, avec la création de ce pôle, la lutte anticorruption avait commencé. Et par l'activité, n'est-ce pas, des magistrats, des procureurs, a produit des résultats. On a vu des exemples assez pédagogiques de procès de directeurs d'école ou de proviseurs de lycée ou en tout cas d'acteurs du système éducatif ou des faits de corruption qui relèveraient entre griffes de la petite corruption, mais qui ont fait l'objet de procès, notamment à Bobo du Lasso, surtout à Bobo du Lasso, et dans d'autres localités du Burkina. C'est entre autres lié à l'évolution des instruments de lutte anticorruption qu'on a obtenus. Bissara Ouedraogo, vous avez évoqué les pôles économiques et financiers des tribunaux de grande instance de Ouaga et de Bobo du Lasso, qui ont aidé aussi
ces dernières années-là à renforcer la lutte anti-corruption. Sur le volet judiciaire, qu'est-ce que vous pensez de cela? Même si ce n'est pas le thème que vous avez traité pour ces années pendant le colloque, qu'est-ce que vous pensez de justement ce débat-là sur le lien système judiciaire, lutte anti-corruption au Burkina? Ok, merci bien. De mon point de vue, je pense que tout le monde semble être unanime par rapport au rôle que le système judiciaire joue ou doit jouer en matière de lutte contre la corruption. Parce qu'ils interviennent à deux niveaux. D'abord, en matière de prévention, donc à travers les dispositions juridiques leur permettant donc de constater et de prévoir des sanctions. Ils peuvent agir également en matière de sensibilisation pour donner l'information, pour permettre aux acteurs donc qui ont la possibilité de refuser ou de dénoncer. Mais ils interviennent également en aval en matière donc de prévention et de répression au cas où un acte de corruption venait à être posé. Le système judiciaire doit pouvoir disposer d'instruments et toute l'autonomie, l'indépendance nécessaire les permettant d'agir. Et de ce point de vue, ces acteurs servent d'intermédiaires entre les citoyens et de façon globale les institutions publiques. Parce que lorsque les agents ou les citoyens ordinaires ont confiance au système judiciaire, ils sont capables de porter, de dénoncer ces actes auprès du système judiciaire. Et ces derniers, s'ils ont toute l'indépendance qu'on vient de décrire pour pouvoir agir, automatiquement ces acteurs sont mieux placés pour pouvoir réprimer la corruption dans toutes ses formes, y compris au niveau international. Parce qu'au-delà du cadre national, parfois, certaines dimensions de la corruption, elle est transnationale parfois. Et là, il faut une coopération judiciaire permettant donc de traquer le phénomène. De ce point de vue, je pense que le Burkina Faso est riche en matière d'expérience ou de fait par rapport à la contribution de la justice en matière de lutte contre la corruption. Et je pense que cela n'est plus à démontrer. Donc, tous les acteurs sont unanimes et il reste seulement à renforcer cette indépendance, donc la justice, les doter de moyens pour que la justice, parce qu'au-delà des pertes que la société dans son ensemble subit, la corruption porte même atteinte à l'image du pays. Parce que si vous êtes, par exemple, dans le domaine économique, un investisseur étranger qui s'intéresse aux zones de l'Afrique, par exemple, de l'Ouest, ce dernier va regarder quel est le pays qui présente, parce que les classements, par exemple, de Transparency International donnent des images, des signaux aux investisseurs étrangers. Voilà les pays où l'environnement est assez propice pour investir. Parce que l'investisseur, non seulement il faut que ça soit rentable, mais il faut que l'investisseur soit sûr qu'il va s'approprier de toutes les retombées de son investissement. Et là, le système judiciaire intervient pour garantir la transparence, également pour indiquer que même que les règles seront appliquées. Et de ce point de vue, je pense que le système judiciaire joue un rôle important en matière de lutte contre la corruption. Docteur Azuma Ouedraogo, dans votre communication, en relevant les différentes évolutions là, de 91 à 2023, vous avez dû vous appesantir sur des constats que le RENLAC a fait par le passé. La période 2015-2016 était une période qui constituait le printemps de la lutte anticorruption, parce que les constats c'était que les pratiques corruptrices avaient reculé. On avait l'impression que les corrompus et les corrupteurs s'étaient ressaisis ou tout au moins faisaient preuve de prudence dans leurs pratiques corruptrices. Et on se souvient de ces procès-là emblématiques de la période. Il y a eu l'affaire des canettes, il y a eu l'affaire des concours de la fonction publique qui avait fait l'objet de procès. Est-ce que ça vous a interpellé au cours de ce colloque?
la période 2015-2016, avec la loi anticorruption dont vous avez parlé. Effectivement, cette période donc, a marqué en tout cas un début de répression farouche contre la corruption, mais aussi donc, au regard donc, des dispositions qui ont été mises en place, les gens donc, avaient un peu peur, ne savaient pas comment la mise en œuvre de ces dispositions-là allait donc avoir comme effet sur eux. Voilà, ce qui fait que c'est là qui s'adonnaient librement. Aussi, on commençait donc à s'abstenir un peu parce que le système judiciaire, les gens sont devenus indépendants. Ils peuvent en tout cas se saisir d'un certain nombre de dossiers. Il y a la question des délits d'apparence qui est là. Donc un magistrat peut se saisir du dossier, il menait en tout cas le procès jusqu'au bout, sans qu'un ministre ou bien en tout cas sans qu'un régime puisse intervenir. Donc ce qui fait que donc les gens s'abstiennent, mais aussi il y avait donc les magistrats aussi sincères qui voulaient donc faire le travail, s'engager réellement pour Spécialement, vous avez aussi ce point précis là. Est-ce que c'est après l'élection de 2015, le début de la gouvernance du MPP avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, que les gens ont relâché, ont dilué justement tout ce qu'on a vécu pendant la période? C'était un constat. Le rapport sur l'état de la corruption que nous avons produit en 2016, oui, a montré un niveau qui, dans la courbe générale de la corruption, l'évolution de la corruption de notre pays, était quand même à niveau. Et comme vous l'avez dit avec le docteur Drabo, en tout cas l'explication que nous donnons, c'est que après l'insurrection, après l'adoption des lois anticorruption, les corrupteurs et les corrompus ont fait comme s'ils ont marqué une halte. Mais l'expérience a montré après que ils sont allés au laboratoire pour étudier la façon dont ils doivent reprendre. Parce que les rapports postérieurs à 2016 que nous avons produits montrent que la courbe est repartie à 100 ans. Ça, c'est concerne corruption et système judiciaire. Professeur Zali, vous avez traité de corruption et conflit. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez présenté au cours de ce colloque? Merci bien donc, pour cette opportunité donc, de revenir sur notre communication qui portait sur l'impact de la corruption sur les conflits armés en Afrique. Il faut reconnaître que la corruption peut constituer un facteur déclencheur, voire de maintien ou d'extension même des conflits armés, surtout dans des contextes fragiles tels que les nôtres. Et à travers notre communication, nous en sommes partis d'un constat, à savoir que depuis les années 2000, l'Afrique est la partie du monde où le nombre de conflits est en augmentation. Et également, on s'est rendu compte que les pays qui sont où l'indice en matière donc de l'indice global en matière de paix est le plus faible, ce sont les pays également dans lesquels le niveau de corruption est le plus élevé. Et partant donc de ces constats, nous sommes parvenus au fait que dans les contextes africains, la corruption constituait un facteur non seulement déclencheur des conflits, mais également de maintien de ces conflits. Parce que la corruption va alimenter, par exemple, contribuer à un délitement des institutions, que ce soit les institutions publiques, la police ou l'armée, et également conduire à une situation de perte de confiance. Or, dans les contextes fragiles, il faut une certaine confiance pour permettre aux différents acteurs, ne serait-ce que la population à la base, donc de signaler que ce soit des passages d'individus indélicats ou bien en matière de trafic d'armes et autres. Et globalement, les résultats de notre communication montrent qu'en Afrique, les rentes en matière de ressources naturelles sont source de conflits. Et également, l'augmentation donc importante des dépenses militaires engendre des conflits. Toutefois,
lorsqu'on intègre l'histoire ou les impacts psychologiques donc, des conflits antérieurs, c'est là qu'on court à atténuer les conflits d'aujourd'hui. Également, l'amélioration du niveau du développement en termes de conditions de vie, l'amélioration donc des conditions de vie des populations concourt à l'atténuation des conflits. Voilà les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus à travers notre communication. Vous dites par exemple, professeur Zali, que la corruption peut devenir un danger pour les régimes démocratiques. Oui, la corruption peut être un danger, surtout dans les contextes démocratiques, mais bien évidemment même avec les autres types de régimes. Parce que tout simplement, lorsque vous regardez d'un point de vue de façon directe, la corruption va agir en réalité comme une ponction, donc par exemple en matière de ressources, ce qui limite les possibilités des États, mais de façon indirecte, le plus souvent, la corruption agit comme une taxe supplémentaire sur les investissements. C'est une charge supplémentaire qu'on fait supporter tout usager, que ce soit du service public ou de tout autre service. Donc, automatiquement, lorsque nous sommes dans un contexte de liberté ou d'état de droit, si la corruption n'est pas bien maîtrisée, systématiquement, cela va orienter la liberté des individus et les conduire donc à agir de manière à compromettre donc le développement des pays. Et c'est ça vraiment tout l'enjeu. Voilà. Il y a eu ce moment-là au Burkina où des citoyens ont dit mais on ne pourra pas mettre fin au terrorisme si on ne coupe pas le robinet aux terroristes, si on ne ferme pas les circuits d'approvisionnement des terroristes. Oui. Par circuit, les gens entendaient argent liquide ou transfert monétaire, les gens entendaient carburant, ravitaillement en carburant, les gens entendaient approvisionnement en nourriture. Est-ce que c'est à tout ça que vous pensez? Oui, quand vous regardez en matière dans les pays fragiles, donc en proie au conflit, si vous êtes en présence de corruption, ne serait-ce que identifier, soit par exemple un trafiquant d'armes qui passe, au moins de la corruption, automatiquement, même ceux qui sont censés de l'appréhender, il peut user de la corruption pour passer. Et automatiquement, donc cela ne fait qu'accroître les risques. Et du point de vue de la stabilité ou de la qualité des institutions, parce que en matière de la corruption va conduire à un délitement même des institutions, une perte de confiance. Donc, que ce soit le citoyen ordinaire qui est censé dénoncer, par exemple, qui appréhende ou qui aperçoit un individu suspect, au lieu de dénoncer, cet individu, en réalité, sous par exemple, en proie à la corruption, systématiquement, peut se contenter donc de ne rien dire, en pensant tout naturellement donc tirer un gain quelconque. C'est ça, tous les vrais problèmes. Maintenant, lorsque vous regardez les autres, le circuit en termes au plan financier, parce que quand vous regardez, c'est au pied donc des transferts illicites ou tout simplement les flux financiers illicites qui alimentent en réalité donc ces groupes terroristes. Et dans un contexte de corruption, ce qui veut dire que les institutions prennent un coup en termes de leur capacité d'appliquer les règles, systématiquement ces transferts deviennent faciles et voire même facilités. Toute chose donc qui ne fera que renforcer donc les capacités donc des groupes terroristes ou en tout cas de ceux qui espèrent gagner à travers ces différents conflits. Réaction de Bissama Ouedraogo, docteur Ouedraogo, il y a des anecdotes. Là, Guillaume, à qui les VDP ont rendu hommage cette semaine par exemple, disait, je vais reprendre à mourir, circa des abrapoges. On n'est pas engagé honnêtement dans la lutte contre la corruption dans notre pays.
le président Ibrahim Traoré, au détour d'une interview, a dit bon, l'argent circulait aux mains des terroristes et les populations de Guibo ont dit aux militaires qui étaient stationnés sur place Nava, Sirkabe, Zabrapori. Et surtout, ça traduit les pratiques corruptrices qui entourent le phénomène terroriste au Burkina. Oui, si je voudrais peut-être rappeler, n'est-ce pas, à votre finance, que oui, les journées nationales du refus de la corruption du RENLAC en 2023. Décembre 2023. Voilà, ces journées-là ont porté sur le blanchiment des capitaux et le financement terroriste. Et à cet effet, peut-être pour citer juste une information comme ça, les études du CENTIF, oui, Centre d'études de traitement d'informations financières, ont montré que dans notre pays, le niveau de risque est très élevé dans les secteurs que le professeur évoquait tout à l'heure, les banques, transfert d'argent, transfert monétaire, immobilier et transport. Transport, immobilier, oui, banque, transfert monétaire. Oui. Les études ont montré que dans ces secteurs-là, le risque de blanchiment, de capitaux, de transfert et de financement de terrorisme est élevé. Donc, c'est clair. Comme son exposé Europe est montré, eh bien, le terrorisme crée les conditions du développement de la corruption, qui à son tour entretient. Donc, c'est deux phénomènes qui interagissent pour exister. Donc, c'est pourquoi nous avons trouvé que son thème a été très important dans la contribution que j'allais dire contextualisée dans la situation actuelle de notre pays. C'est important que l'on fasse le lien entre l'insécurité et la corruption. C'est très important parce que autrement nous allons vivre des situations difficiles, mais bien sûr contre lesquelles on n'a pas de moyens parce qu'on n'aurait pas cerné effectivement les différents contours du phénomène. Donc pour nous en tout cas ça a été une très grande contribution, pas seulement dans le secteur scientifique, on en a voulu dans le colloque, et en plus de ça, même dans l'explication des difficultés, oui, que nous vivons au Burkina, cette intervention-là est venue aider, en tout cas nous pensons, les citoyens, en tout cas ceux qui sont venus, se sont intéressés, ou qui liront ça, en tout cas à voir davantage comment on explique certaines situations. Et quel est le regard de l'historien justement sur conflit armé et corruption en Afrique, comme professeur allait la présenter? Comme il l'a dit, effectivement, bon, ces conflits se nourrissent, donc s'appuient sur la corruption pour en tout cas mieux s'adapter sur le terrain. Imaginez-vous, bon, donc des touristes qui viennent d'ailleurs, voilà, pour pouvoir rentrer par exemple à Ouagadougou et puis bon, faire leurs opérations. Et en cours de route, ils arrivent à corrompre ceux qui doivent les contrôler pour qu'on ne les contrôle pas efficacement. Et ils arrivent à traverser avec les armes, bon, facilement. Par endroit, ils achètent le carburant un peu plus cher qu'ailleurs. Effectivement. Et donc le vendeur de carburant trouve qu'il fait de bonnes affaires. Bonnes affaires. Et d'ailleurs, pour attaquer, il y a généralement des complices. Et ces complices, en réalité, sont des corrompus. Voilà, c'est un des corrompus qui est le corrupteur. Mais comment on peut expliquer ça? Parce que c'est une question de vie qui est en jeu. Comment on peut échanger la vie de ses compatriotes contre de l'argent? Bon, c'est pas seulement le tourisme. C'est là, par exemple, dans le domaine de la santé comme ça, quelqu'un qui te tourne, et, par exemple, l'argent donc pour la construction d'un CSPS, c'est un terroriste. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir par manque de soins. Voilà. Ou qui prend de l'argent d'un patient pour faire une opération chirurgicale qui aurait dû être faite gratuitement. Gratuitement. Ou bien l'argent qui devrait servir à construire un forage. Là aussi, c'est la vie qui est en jeu. On échange contre de l'argent. Qu'est-ce qui est en cause? C'est notre intégrité. Oui.
de la cupidité. C'est plus, disons, c'est comme le professeur l'a dit, hein, c'est la société même qui est en délitement. C'est plus profond qu'une question individuelle. C'est pas seulement individuel. Non, c'est pas une question individuelle. Parce que si aujourd'hui on note qu'il y a beaucoup d'engouement pour les gains faciles, eh bien la raison doit être recherchée au niveau social, pas individuel seulement. C'est vrai qu'au niveau individuel, les gens résistent les uns mieux que les autres, mais quand on regarde la tendance générale, l'explication doit être recherchée au sein de la société. Et je crois que RENLAC a fait une étude sur la question morale. En 2015, il y a eu des publications où on a effectivement montré que, eh bien, le Burkinabé, jadis réputé intègre, aujourd'hui, il est le moins intègre. Et ça aurait pu provoquer, n'est-ce pas, des frustrations quand on l'évoque, mais de plus en plus, la tendance, on ne se gêne pas. Donc, les valeurs morales ont été pratiquement détruites. Et c'est pourquoi, au début du RENLAC, l'une des difficultés à laquelle on a été confronté, c'est qu'on nous demandait, mais où sont les corrompus contre lesquels vous voulez lutter? Est-ce que vous-même, vous n'en faites pas partie? Voilà. Ok. Oui, je voulais. Sauf moi. Oui, parce que je voulais en fait revenir sur ce que le SEA a dit. Oui. Parce que quand vous regardez, une pratique de corruption implique généralement deux acteurs, mais un troisième acteur qui est à côté, les témoins. Qui ne dit souvent rien. Et c'est ça en réalité l'acceptation de la corruption dans notre société, où on dit que c'est très profond. Et au niveau individuel, parfois, on peut l'expliquer donc par la part du gain facile, mais parfois les motivations, donc parfois économiques. Parce qu'être intègre a un coût. Pendant combien de temps vous pouvez supporter cela? Et cela, quand même, doit nous amener à nous inquiéter et à nous poser des questions. Parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui sont intègres aujourd'hui, quel est le risque qu'ils tombent dans la corruption? Et quels sont les sens que ceux qui sont dans la corruption, on puisse les tirer pour les ramener vers les non corrompus ou les moins corrompus. Et en ce moment, il y a un équilibre. Et vous voyez par exemple ceux qui sont moins corrompus, qui se mettent du côté, qui luttent pour qu'on ait une société moins corrompue, et ceux qui sont dans la pratique, qui vivent de la pratique, qui travaillent à entretenir la pratique également, sont en train donc de tout mettre en œuvre pour que la pratique demeure. Et c'est pour cela que vous avez par exemple toutes ces injonctions, que ce soit même au niveau de la législation. Donc ceux qui luttent travaillent à ce qu'on durcisse la réglementation en la matière, et ceux également qui travaillent à ce qu'on puisse infléchir. Et c'est là toute la dynamique du phénomène, et qui nous amène à garder le cap ou à être constant dans la lutte, être vigilant dans l'identification des actes de corruption. Nous parlons d'en façon intégrité aujourd'hui du colloque international sur corruption et développement en Afrique tenu les 16 et 17 octobre 2024 à l'Université Joseph Kizerbo, à l'initiative en du Réseau national de lutte anti-corruption, le RENLAC. À la fin des travaux, il y a eu des recommandations. J'en retiens deux essentiellement. Daouda Yamewo, qui a suivi les travaux, nous en dira davantage dans son reportage. Ensuite, nous aurons la réaction des intervenants sur ce plateau. Mais il disait essentiellement que le colloque a recommandé la digitalisation des services, notamment de l'État, et le renforcement de la synergie d'action entre les acteurs de la lutte anti-corruption. Le secrétaire exécutif adjoint du RENLAC, Bissiama Ouedraogo, le disait aussi, mais nous en dirons davantage. Suivons Daouda Yamewo à la clôture du colloque avant de revenir sur notre plateau.
Durant 2 jours, environ 360 participants composés de chercheurs, de membres de structures gouvernementales et non gouvernementales de lutte contre la corruption du Burkina Faso, du Cameroun, du Maroc, du Mali, de la RDC, du Congo, du Sénégal et le Tchad ont mis en lumière les liens étroits entre la corruption et le ralentissement économique dans plusieurs pays africains et formulé des recommandations. À l'endroit des pouvoirs publics, s'investir davantage dans la lutte contre la corruption. Deuxième recommandation, digitaliser certains services afin d'éviter les contacts physiques pour minimiser les pratiques corruptives. Financer la recherche sur les thématiques en lien avec la lutte contre la corruption. À l'endroit du CEFRA et du CEDRES, 3 recommandations ont été formulées, dont la première vise à valoriser les communications du colloque par l'édition du livre des résumés du colloque. La deuxième recommandation à ces 2 structures de recherche vise à renforcer les partenariats entre les 2 structures par l'élaboration d'une convention de collaboration. Et la troisième communication à les adresser est d'élaborer et mettre en œuvre des projets de recherche afin de résorber les gaps de connaissances sur la problématique de la corruption. Le renforcement de la collaboration entre les scientifiques et les OSC de lutte contre la corruption du Burkina Faso et d'autres pays, fruit de ce colloque, est salué par le secrétaire exécutif du RENLAC. La science est forte parce que les gens partagent leurs connaissances. Si vous partagez vos connaissances, si vous échangez vos connaissances, personne ne perdra rien et forcément tout le monde en aura un peu plus. Et je pense que les résolutions qui ont été prises d'améliorer la collaboration entre le RENLAC et partage son centre de formation avec nos partenaires montrent que nous allons réussir la recherche scientifique en matière de lutte contre la corruption. Pour le président du CEDRES, la détection et la sanction sont également primordiales dans la lutte contre la corruption. Parce que c'est un phénomène dissimulé, il n'est pas forcément visible, donc il faut arriver à le détecter. Ensuite, après l'avoir détecté, il faut sanctionner les corrupteurs, quoi. Les 8 pays présents à ce colloque étaient tous unanimes que le phénomène de la corruption est transfrontalier et nécessite la collaboration de tous. Les obstacles identifiés incluent la faiblesse des institutions judiciaires, le manque de transparence dans les contrats publics et le rôle des entreprises multinationales dans le maintien de pratiques corrompues. Au niveau du reportage de Daouda Yamewa à la clôture du colloque sur corruption et développement en Afrique, il évoquait essentiellement la digitalisation des services et la synergie d'action des acteurs de la lutte anti-corruption. Pissiama Ouedraogo, commençons par vous, sur les 2 aspects, parce qu'il y en aura d'autres dont vous allez parler, mais commençons par la digitalisation et la synergie d'action. Pourquoi ces recommandations sont importantes? Bien, elles sont importantes parce que je voulais donc rappeler que les études et surtout l'état de la corruption que nous faisons pratiquement chaque année montre que l'une des conditions qui favorise surtout la petite corruption, c'est le contact entre les usagers et les acteurs des services administratifs. Donc notre rapport de 2021 a recommandé aussi la digitalisation, n'est-ce pas, de certaines prestations au niveau de l'État. Les résultats du colloque, de mon point de vue, viennent conforter cette idée que nous avons eue à partir des enquêtes que nous avons pu mener dans le cadre d'établir l'état de la corruption dans notre pays. Donc, on doit dire que l'État est dans cette tendance de digitalisation, ou bien pas au rythme que vous souhaitez. Payer les contraventions, par exemple, par transfert. Mais digitaliser certaines prestations des services des impôts. Il y a une certaine mise en œuvre
Mais vous savez, ce type d'opération ne peut pas être évalué seulement dès l'adoption. Il faut les mettre en œuvre. On regarde d'abord très probablement quelques difficultés de mise en œuvre. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas de moyens de contournement? Et troisièmement, est-ce qu'on a pris les dispositions pour que ce soit des actions pérennes? Parce que bon, on peut décider de digitaliser, au bout d'un temps on dit bon, écoutez, il n'y a pas d'électricité, ou bien l'appareil en panne, ou etc. La connexion oui, exactement. Donc un certain nombre d'éléments. Ça veut dire que, en tout cas, nous sommes d'accord que la digitalisation est un des moyens de réduire les possibilités de contact humain, donc de la corruption. Mais pour mettre ça en œuvre, il faut vraiment bien miroiter les dispositions à prendre pour que ce soit une opération pérenne, accessible et bon, avec très peu de possibilités de contrôle. Et au niveau de la synergie d'action? Là, c'est bon, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, si c'est notre dada ou qu'est-ce qu'il faut dire, si on me permet d'utiliser ce terme. En tout cas, depuis 2015, on sent, par exemple, avec la SELC, qui a davantage de proximité avec le RENLAC. Absolument, parce que nous pensons que sur la scène des paysages des OSC est assez riche en organisations qui luttent contre la corruption. Au niveau de l'État, il y a beaucoup d'institutions qui ont des attributions dont la mise en œuvre effectivement coordonnée doit permettre effectivement d'améliorer la qualité de la lutte contre la corruption. En tout cas, nous ne cesserons pas d'appeler. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans la vie quotidienne de notre réseau, nous participons aux activités mensuellement. On participe à au moins une dizaine d'activités des OSC qui nous invitent, ou des OSC qui luttent contre la corruption. Donc, vous voyez que au lieu que l'on s'entraide forcément au niveau d'une conférence, au niveau par exemple d'un colloque, etc., on pourrait imaginer une coordination des actions pour effectivement lutter contre la corruption. Et je pense que ça va produire des résultats meilleurs. Voilà, parce qu'on va bénéficier, comme au colloque, de plusieurs types d'expériences. Parce que les organisations sont différentes et ont un capital d'expérience qui peut être mis ensemble et forcément il y aura des effets positifs. Docteur Juma Ouedraogo, au niveau des recommandations, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Bon, donc ce qui en tout cas a retenu mon attention, c'est surtout la digitalisation, voilà, qui évite, voilà, que en tout cas les acteurs, voilà, puissent donc entrer en contact direct, et c'est ça surtout qui pousse les uns et les autres à nourrir donc les idées de corruption. Et au niveau du système judiciaire, vous avez fait des recommandations? Effectivement, au niveau du système judiciaire, c'est en tout cas de travailler pour que le pouvoir judiciaire puisse être en tout cas indépendant. Parce que l'expérience a démontré, donc durant la période où le système judiciaire n'était pas donc indépendant, bon, on a vu le résultat qu'on avait entre 1991 et puis 2014. Et en tout cas la période de 2015 à maintenant, donc où en tout cas le système judiciaire était indépendant, on a vu aussi les résultats sur le terrain. Voilà. Et maintenant, bon, nous sommes en tout cas dans une nouvelle période maintenant, à partir de 2023. Bon, on fera peut-être le constat après pour voir. Donc l'important donc de l'indépendance du système judiciaire, la lutte contre la corruption est très très primordial. Voilà. Donc parce que si en tout cas un magistrat est désigné
pour aller faire un travail, il tiendra compte des idées de celui qui lui a désigné, celui qui a proposé la nomination, sans compter du fait qu'il peut être remplacé à tout moment s'il travaille à contre-courant de ceux qui l'ont envoyé. Voilà. Donc, bon. Voilà pourquoi effectivement l'importance de l'indépendance du pouvoir judiciaire, en tout cas, contribue beaucoup à la lutte contre la corruption. Professeur Zalé, au niveau de corruption et conflit en Afrique, sur quelles recommandations vous avez débouché? L'une des recommandations de notre communication, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques de développement afin donc de réduire les motivations économiques des conflits. Parce que parfois, les gens s'engagent dans les conflits parce qu'ils espèrent gagner mieux en participant au conflit qu'en restant hors de ces conflits. Et deuxièmement, nous avons suggéré à ce qu'on puisse augmenter, que l'augmentation des dépenses militaires visant à renforcer les capacités des forces armées se fasse dans des conditions de transparence, de manière à réduire les risques de corruption qui peuvent entacher leur acte. Mais au-delà, je pense que l'une des recommandations que nous partageons tous, c'est la numérisation des différents services publics, parce que cela participe non seulement de la transparence, mais cela réduit le pouvoir discrétionnaire de l'agent qui est investi d'une mission publique. Parce que c'est le plus souvent, c'est le pouvoir discrétionnaire dont l'agent dispose qui l'amène à vouloir exploiter cela pour s'introduire dans les actes de corruption. Or, dans un système dématérialisé, l'information est parfaite. Si un service est facturé à 100 francs, que ce soit l'usager ou l'agent public qui est de l'autre côté, ils ont la même information. Or, parfois, l'usager peut être victime de manque d'information et en ce moment, l'agent public peut l'amener à payer le service à 150 francs au lieu de 100 francs. Donc là également, c'est des formes de pratiques de corruption qui peuvent exister. Donc voilà, globalement, ce qu'on peut retenir les implications en matière de politique économique. Monsieur Maodraogo, sur les différents points de recommandation, par exemple concernant le système judiciaire, vous partagez le même avis que Dr Drago, rendre la justice plus indépendante. Ça, je l'ai répété tantôt, parce que nous avons en tout cas un exemple concret qui montre que lorsque les acteurs de la justice sont remis à leur conscience et à leur responsabilité, dans le cadre de la lutte anticorruption, nous étions dans une tendance de progresser dans l'efficacité de la lutte. De ce point de vue, l'indépendance est effectivement une recommandation pertinente. Et il faut que les organisations de lutte anticorruption, dans leur synergie, conjuguent les efforts pour plaidoyer afin que les choses puissent régler. L'autre dimension que le Dr Zalé a évoquée, c'est de partager les fruits du développement, faire en sorte que le développement soit partout et les richesses soient équitablement distribuées. On ne se retrouve pas dans les parties du Burkina, mais c'est la même chose pour les autres pays d'Afrique où les gens n'ont rien du tout, même pas l'eau potable, et dans d'autres parties où les gens ont presque tout, y compris, je ne sais pas, le beurre, l'argent du beurre, et puis... oui, je suis d'accord avec lui, parce que si vous abordez certains acteurs en matière de gouvernance, oui, un des critères qui permet de définir la bonne gouvernance, c'est la justice sociale. Et la justice sociale met tous les citoyens sur le même pied d'égalité d'accès à l'épanouissement pour être heureux. Donc c'est très important. Si on veut éviter des conflits de tout genre au sein de la communauté, de la société, eh bien il faut travailler
pour parvenir à la justice sociale. Quelles sont les prochaines étapes après ce colloque ici à Ouedraogo? Vous avez parlé de plaidoyer tout de suite, hein. Par exemple, pour que la justice recouvre son indépendance. En tout cas, c'est une des étapes. C'est une piste. Oui. L'autre piste, bon, c'est aussi de produire le document scientifique de référence parce que nous étions physiquement sur les lieux. Oui. Il va falloir que d'autres puissent exploiter les résultats du travail des chercheurs qui ont fait des communications. Et ça va, la diffusion donc, de cet élément-là participe donc de la poursuite des réflexions sur la question de la corruption et, n'est-ce pas, de l'absence de développement. Encore que ce document, il peut aider à faire, je ne sais pas, des émissions, il peut aider à faire des conférences, il peut aider à faire des animations de groupe, en tout cas autant de rencontres et de mise en débat de la question de la lutte anticorruption un peu partout. Quelles sont les autres étapes selon vous, professeur Zalé, docteur Ouedraogo? Bon, je pense que, comme le seigneur vient de l'indiquer, donc c'est important donc de partager l'information, mais au-delà, appartient aux acteurs impliqués dans la lutte de saisir, de faire mieux les résultats de ce colloque, de manière à ce que ces résultats puissent les éclairer dans la lutte contre la corruption. Et l'autre aspect, je pense que ça fait partie des recommandations, c'est vraiment la synergie entre les différents acteurs, que ce soit du sommet de l'État et au bas de l'échelle. Même la population, à la base, doit s'impliquer surtout dans le refus de la corruption, dans la dénonciation. Et également la volonté politique, parce qu'il y a certains aspects où il faut effectivement donc cette volonté politique pour qu'on puisse disposer même des instruments appropriés pour lutter contre la corruption. Et l'autre aspect, je pense qu'ils l'ont indiqué, c'est poursuivre dans cette même dynamique d'inscrire l'organisation de tels colloques dans la durée, soit dans des séances chaque 2 ans, chaque 3 ans, pourquoi pas, pour qu'on puisse toujours mener des réflexions autour du sujet, comme c'est un phénomène complexe, dont les acteurs également s'adaptent aux différentes réglementations. Il faut permanemment poursuivre la réflexion pour nous permettre d'aboutir à un monde débarrassé des pratiques de corruption, partant donc de ce qu'il a annoncé, que quand vous regardez au niveau mondial, il y a des estimations de la Banque mondiale qui indiquent chaque année près de 5% du PIB mondial donc, est détourné. Donc ce qui montre quand même que c'est important en termes de développement. Donc c'est un frein, ça handicape. Et surtout vraiment pour des pays en quête de développement, la priorité dans la lutte contre la corruption doit être de mise, de telle sorte à ce que le peu de ressources puisse être bien géré. Merci. Docteur Azuma Ouedraogo, quelle étape vous entrevoyez? Ok, bon, les uns et les autres ont déjà pris en compte ce que, en tout cas, j'ai comme effectivement idée aussi. Voilà, donc c'est surtout donc travailler à vulgariser donc les résultats donc de ces colloques. Et en tout cas, cette émission aussi est la bienvenue parce que ça entre dans le cadre, ça permet de briser le silence qui, en tout cas, qui entoure effectivement ces faits de corruption. Il y a bientôt, Christian Ouedraogo, les journées de refus de la corruption. Oui, ça va venir. Ça va venir. En décembre. En décembre, on pourrait s'attendre à d'autres activités du genre. Il y en aura. Pour faire en sorte que la lutte contre la corruption soit renforcée et les pratiques corruptrices abandonnées au fur et à mesure pour que nous atteignions un Burkina débarrassé de toute corruption. C'est en tout cas le vœu des uns et des autres. Nous recevions dans ce numéro de Faso Intégrité sur Savane TV et Savane FM, Isiamba Ouedraogo,
secrétaire exécutif adjoint du réseau national de lutte anti-corruption, le RENAC, et membre du comité d'organisation du colloque des 16 et 17 octobre 2024 à l'université Joseph Kizerbo sur corruption et développement en Afrique. Nous recevions aussi Dr Oumarou Zalé, il est économiste, il est enseignant-chercheur à l'université Norvège Zongo de Koudougou et il a traité de corruption et conflits armés en Afrique au cours du colloque. Merci d'être venu. Merci et bien. nous avions aussi Dr Azuma Oudraogo, il est historien politique et social formé à l'université Joseph Kizerbo. Il a traité du thème système judiciaire et corruption au Burkina Faso de 2015 à 2023, avec un rappel étant historien sur la période de 1991 à 2015 notamment. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. À la réalisation, il y avait Noufou Bonkungu et son équipe au niveau de la télé et Sambo Ilboudo au niveau de la radio à la mise en œuvre des réalisations. À bientôt à toutes et à tous sur Savane Média.